Ah, nous voilà embarqués pour une nouvelle vidéo sur Strange Reality. Nous allons aller sur la route, on y est, hein, du territoire Nuton. C'est des créatures naines fantastiques des Ardennes belges. Et nous allons aller sur les lieux emblématiques de leur présence, peut-être même leurs traces archéologiques. Et nous finirons très certainement par une jolie rencontre. Ça y est, nous passons de la France à la Belgique. C'est bon, il est ici. Hein. Avec ce nain, on a vraiment une image générique de ce qu'on appelle le petit peuple, hein, qui est nommé parfois nain. Ici, Nuton, la version flamande, c'est Kabouter. Il y a aussi lutin, mais on est vraiment sur le petit peuple. Et ce petit peuple a souvent, comme là, le bonnet rouge. Pour rappel, c'était le nain qui travaillait dans les mines, avait ce bonnet rouge pointu, rembourré de paille, pour se prémunir des éboulis dans ces mines. Et le rouge, évidemment, c'est une couleur que l'on voit extrêmement bien dans ces mines fort obscures. On rappelle un petit peu des différents nains. Il y avait des confréries de nains miniers. En Italie, on les appelait les gobi. En Allemagne, on les appelait les kobolds, effectivement, dérivés de cobalt, hein, un des minerais que ces nains cherchaient. Ils trouvaient très bien les filons de cobalt ou les filons d'or. Il y a par exemple au XIXe siècle, en Allemagne aussi, le nain tracassin des frères Grimm qui est mis à l'honneur. En Autriche, le pays voisin, il y a une statuaire en pierre où il y a plein de nains dans le château de Mirabel. Et bien sûr, explosion fin XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe, des fameux nains de jardin que l'on voit partout. Et l'image vraiment terminale, le côté international de ce nain, c'est évidemment Walt Disney en 1937 avec le carton planétaire de Blanche-Neige et les 7 nains. Les 7 nains qui sont comme ça, hein, qui ont ce côté facétieux, rigolard, barbe blanche, le nez rouge et proéminent, évidemment le bonnet rouge. Voilà, il a fixé cette image et comme on est en Belgique, Peyo a un peu switché cette image du nain en faisant un nain bleu avec un chapeau blanc, mais il y a toujours ce côté qui sont minuscules avec les champignons à côté qui sont énormes qui servent de maison. Mais la spécificité belge, c'est qu'ils étaient soit forgerons, soit, comme on le voit, cordonniers. Ils s'affairaient à ça de manière tellement parfaite, avec tellement d'excellence, que les villageois leur demandaient de réparer leurs souliers. Les deux populations, les villageois et les Nutons, étaient en harmonie, se faisaient des échanges et des services mutuels sans que ces deux communautés ne se parlent, n'échangent. C'était le commerce silencieux. On voit effectivement des effigies à l'image des Nutons. Il y a trois types de marionnettes très intéressants aux quatre coins de la grotte. Au-delà de ces histoires très intéressantes d'occupation par les Nutons, qui sont jusqu'à preuve du contraire des créatures légendaires, il y a quand même eu une découverte archéologique
il y a eu quand même des hommes préhistoriques, des hommes du néolithique qui ont été trouvés dans cette grotte de Niché. Il y a eu donc deux strates d'habitation, une strate plus folklorique, plus imaginaire avec les Nutons, et une strate bien réelle, bien documentée au niveau archéologique avec des hommes du néolithique. Est-ce que effectivement c'était pas un même groupe, une même communauté? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que les Nutons ne sont pas des créatures éthérées, imaginaires, mais pourraient être incarnées, pourraient être finalement des humains ou un type d'humanité? Il y a ce genre de trous, de cavernes, de cavités rocheuses où les Nutons, effectivement selon les légendes locales, habitaient. C'est assez profond et puis on peut s'abriter du vent, des durs hivers, dans des abris sous roche comme celui-ci. Nous avons reconstitué un foyer à l'entrée de cette grotte pour illustrer une source du XIIIe siècle qui dit que les Nutons sont des petits êtres, sont des petits hommes qui n'ont pas peur de l'eau bénite et des exorcismes et qui se chauffent au coin de ces foyers et qui grillent même des grenouilles. C'est un moine qui écrit ce document et il faut imaginer que les Nutons étaient ce qu'on appelait avant de manière un peu péjorative des peuples païens, donc des peuples qui étaient complètement indifférents à la christianisation. Ensuite, en ce qui concerne les grenouilles, rappelons-nous que les Nutons étaient des lutins, étaient de très petite taille et n'allaient pas chasser le sanglier ou de gros gibiers qui sont dans les Ardennes. Ils vont plutôt se rabattre au détour de ces rivières sur les grenouilles qui sont bien plus accessibles, bien plus simples à attraper et qui conviennent bien, comme c'est pas très gros, à leurs organismes qui sont petits. Ça leur est suffisant. Le voici, le dolmen de Solwester, niché en plein milieu de cette forêt, vestige de la forêt primaire d'Europe, une ancienne hêtraie sauvage. C'était ce dolmen, la dernière pierre restante d'une énorme structure mégalithique, d'un énorme dolmen finalement. Et selon la légende locale, sous cette pierre nichaient des Nutons. Pour revenir sur le côté historique, les peuples primitifs, les peuples avant les Celtes, construisaient ces dolmens et lorsque les Gallo-Romains sont arrivés, Jules César, lors de la guerre des Gaules, disait que les Ardennes justement étaient la plus grande forêt de Gaule. Ils sont arrivés et pour se concilier les populations au niveau spirituel, ils n'ont pas imposé leur religion, mais ils offraient justement une pierre votive au peuple conquis. Et justement, dans ce coin des Ardennes, ils ont offert un ex-voto, une pierre votive, où il y avait marqué que c'était consacré au Nuto, N-U-2-T-O. Alors Nuto, Nuton, il n'y a qu'un pas. Est-ce qu'il dédiait cette pierre à un peuple primitif qui était notre fameux petit peuple, nos fameux Nutons? Nul ne le sait. Lors de l'évangélisation de ces terres, les Nutons qui alors étaient considérés par les peuples celtes ou romains
ont été complètement mis au ban, voire diabolisés. Combien de ces dolmens après ont été appelés rochers du diable, rochers du démon, rochers de la sorcière? Ils n'ont pas été forcément détruits, mais laissés à l'abandon, bien qu'il y ait eu certains villageois qui continuaient les superstitions païennes, comme le fait que ces pierres pouvaient guérir rien qu'au toucher différentes sortes de maladies. Là, on cherche une grotte en bord de fleuve parce qu'on va aller sur les traces d'un huton bien particulier. Ok, ce chemin. Déjà, là, c'est pas mal, tu vois. On est au bord de l'Ourthe, c'est le site, on a des rochers, des affleurements rocheux. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Ce qui a vraiment de très intéressant au niveau de ces Nutons, c'est qu'au-delà de la légende et des contes, ils ont fait des incursions au niveau historique. Ils ont été chroniqués à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, et il y a eu des Nutons très célèbres, effectivement. Il y a eu Mirguet, il y a eu Glawen, par exemple. Et là, nous allons vous conter vraiment l'histoire d'un Nuton qui a bel et bien existé, qui a marqué les esprits de l'époque et qui avait le surnom de renard. Et on essaie de chercher le site et puis on y arrive là, on est sur ce lieu où effectivement il y a les rochers où il a habité. Et c'est en face de ce fleuve de l'Ourthe. L'histoire de Renard le Nuton est intéressante. Un bonhomme de petite taille se retrouve à dormir dans une botte de foin, misérable. Évidemment, un couple de villageois le prend sous son aile et l'adopte. Et il devint berger. Il s'occupe tellement bien des troupeaux, il connaît tellement bien les secrets de la nature, il est rusé comme un renard et ce surnom lui reste, Renard le Nuton. Il est très enjoué, il adore jouer de la musique, il gratte sur la guitare de l'époque, le rebec, et tout le village est enjoué avec lui et il est beaucoup apprécié pour ça, pour sa musique. Mais on est en des temps difficiles au Moyen-Âge et la peste frappe le village. Pour ne pas contaminer les autres villageois qui restent sains, on met les pestiférés dans ce rocher en face. Et Renard, qui par miracle n'est pas touché par la peste, va s'occuper durant toute sa vie de ces pestiférés dans ces rochers. Et il va même s'occuper avec son bon cœur de sa famille d'accueil, de sa famille d'adoption, jusqu'à leur lit de mort. Et pour célébrer, pour rendre hommage à ce bienfaiteur du village, à ce Nuton qui a tant aidé ce petit village après avoir été adopté, ces rochers prennent le nom de rocher du renard. Ah, là, on voit le fleuve qui s'appelle la Lesse en plein cœur des Ardennes belges. Et puis, c'est là qu'on va trouver le trou des Nutons. Faites attention au terrain, il n'est pas plat le terrain. C'est le trou des Nutons, conservé par l'association Ardennes et Gomme. On va voir ce que c'est. Quelle grotte magnifique! Nous sommes au trou des Nutons à Furfos, dans une réserve naturelle en plein cœur des Ardennes belges. Là, il y a eu un archéologue qui s'appelle Édouard Dupont et qui a exhumé un fossile datant du néolithique, un fossile d'homme adulte de 1,53 m. Du coup, il a émis l'hypothèse que c'était un peuple, le peuple de Furfos,
qui étaient de petite taille et qui vivaient au néolithique. Est-ce que les Nutons ne seraient pas finalement, ce peuple de Furfos ne serait pas finalement des hommes préhistoriques? Comme Édouard Dupont qui a fouillé à la fin du 19e siècle, à la même époque, il y a eu, notamment en Suisse, dans les Alpes suisses, ce qu'on appelait les pygmées suisses. 5 squelettes de taille adulte, de très petite taille, qui oscillaient, si mes souvenirs sont bons, entre 1,35 m et 1,52 m. Ce qui est intéressant, c'est que actuellement, avec les données scientifiques modernes, il y a eu par exemple les fouilles assez connues de l'homme de Flores du côté de l'Indonésie et aussi du côté des Philippines, l'homme de Luzon, qui sont aussi d'une taille très petite, hein, même 1,10 m, 1,20 m. C'est ça qui est intéressant, effectivement, si on prend cette grotte, c'est qu'il y a tout un historique autour des Nutons, ces créatures fantastiques de très petite taille, donc on est sur 90 cm, 1 m, 1,20 m, et Édouard Dupont a exhumé un fossile de 1,53 m, ce qui est une taille tout à fait médiocre, voire assez anormale pour l'homme de Cro-Magnon qui mesurait que notre taille, hein, que les adultes étaient de 1,70 m, 1,75 m assez facilement. En parlant justement des fouilles de Dupont, il y a un de ses collègues, M. Duvivier, qui a stipulé que ces hommes de Furfos pourraient être les premiers aborigènes de Belgique avant que les Celtes n'arrivent. Et du coup, effectivement, ça pourrait être donc une variété naine, une variété pygmée de l'humanité différente des autres peuplades celtes ou gallo-romaines. Bonjour, bonjour. Bonjour Madame Poncelet. Ben, merci de nous recevoir dans cette magnifique vallée de la Semois. Avec grand plaisir. Et la tarte est cuite. Ah, magnifique, merci. Et ben voilà. Voilà là. Ah, de magnifiques Nutons. Ils sont là. D'accord, bah, c'est beau. Et ils ont été créés par qui? Ma sœur, Hélène Poncelet. Ah, c'est vraiment très beau. Oui, ils sont très chouettes. Ah, il y a ce lien avec les champignons, avec la nature, quoi. Oui. Ouais. En fait, on est en Belgique, effectivement, et je pensais à Peyo, hein, au créateur des Schtroumpfs, qui s'inspirait des Nutons, de ce folklore. C'est plus que évident. Oui, c'est ça, on est d'accord. Hein, ouais. Et juste pour la petite histoire, monsieur et madame Dupuis, l'éditeur Dupuis, c'est ça. c'était des amis de mes parents. Ah, les éditions Dupuis. Oui. La grande chance que j'avais, c'est que papa et maman, mais surtout papa, racontaient énormément. Comme j'étais toujours avec lui, mais j'entendais ces histoires se répéter, se répéter, se répéter. Vraiment, si on se replace à l'époque où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas les lampes électriques, quand on rentrait un peu tard le soir dans le bois ou même dans les champs où il n'y a que la lune et les étoiles, il y a moyen dans ce grand silence, enfin silence occupé, hein, parce qu'il y a le brame du cerf, il y a les aboiements des chevreuils pendant le mois d'août, c'est maintenant d'ailleurs, et non, il y a un bruissement de la forêt, mais justement ce bruissement, qu'est-ce que c'est? Il est un peu inquiétant. Ouais. Il y a un bruissement en plus que le bruissement habituel. Bon, c'est peut-être le merle qui fouille les feuilles, à cette heure-ci. Il sent qu'il est bien tard. Ah, un blaireau. Ben non, les blaireaux, ça marche dans le bois en silence. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Et en avant. C'était peut-être rassurant de se dire que c'est un nuton plutôt que c'est un loup. Certes. Le mot nuton est utilisé ici en Ardennes très naturellement. C'est pas de quoi tu parles. C'est ça, non, c'est usuel. Alors, il y a eu une récupération touristique, ok, mais beaucoup de choses étaient d'avant. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Ça n'est pas tombé comme ça tout d'un coup chez un tour opérateur qui se dit tiens, ça serait intéressant pour l'Ardenne d'avoir des nutons. Non, on les avait avant. Mais le nuton, il avait ce côté rond de la société. Puisque lui, il pénétrait la société. Et la société pouvait aller vers le trou à Newton. Oui.
oui, vers le Il trou. y avait quand même des rochers, des endroits, des petites grottes, etc., qui donnaient la preuve qu'ils étaient là. Alors, il y avait le trou perpète, et c'est à quand même 3 gros kilomètres à travers bois. J'allais à Franc à pied, et je passais les crêtes de Franc et le trou perpète. J'y ai glissé un bras, je m'y suis traînée un jour où il faisait bien sec. Je grattais pour essayer de rentrer, etc. Ouais. Bon, Vous j'avais à pas de l'intérieur lampe, de ce trou, ouais, d'accord. j'avais pas de Ouais. lampe de poche, donc la fois suivante, j'ai essayé encore. Enfin, il n'y a pas grand-chose, mais tout ce légendaire, on me disait aussi qu'on y apportait les outils, qu'ils étaient réparés, mais qu'il ne fallait pas oublier de dire merci. Ils ne vont pas aider quelqu'un qui s'en sort. C'est Ils ça. vont aider que des gens en difficulté. J'entends. Si, Ok. si un gars sait réparer lui-même Oui. son chariot, ils ne vont pas s'en mêler. C'est ça. Quel que soit le travail et selon les moyens ou la possibilité de la famille, parce qu'il peut y avoir des gens riches et qui donneraient juste un petit morceau de beurre comme ça, c'est se fiche du monde, quoi. C'est ça. Tandis qu'un pauvre qui mettrait 3 noisettes, c'est bien. Ah, je comprends. Ouais. C'est en fonction des ressources Voilà. de chacun. Mais c'est une belle leçon, ça. C'est n'oubliez jamais de dire merci à quelqu'un, d'être reconnaissant. Et que font les Newtons? Comment réagissent les Newtons si justement une personne riche pour un travail fait par les Newtons donne justement 3 noisettes, donne quasiment rien alors qu'il a les moyens? Là, aussi bons sont-ils, aussi mauvais peuvent-ils devenir. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ça qu'il y a, c'est que c'est à la même hauteur. Ah oui, C'est à la même hauteur. Oui, ils oui. peuvent être rancuniers, ils peuvent se venger, ils peuvent jouer des tours. Ils peuvent ruiner les gens. Ah, ruiner économiquement. Oui, la phrase classique, c'est « épi par épi, je vous ai enrichi, gerbe par gerbe, vous ruinerez ». Je l'ai vu effectivement dans les Oui, contes, ça. cette phrase-là, elle est très forte. Et il n'y a rien à faire, ce sont des personnages qui servent à quelque chose dans la société. Ouais, Ils permettent de faire passer des messages. Parce que dans la société même, dans les villages, il y avait des gens un peu spéciaux, un peu rejetés. Donc c'est aussi le respect de la petite main qui fait son effort. Là, c'est pas franchement une légende du tout, mais quand j'étais toute petite, j'allais à la chasse avec mon grand-père, mon père, et puis il y avait des jeunes qui venaient traquer. Moi, j'étais avec les traqueurs, évidemment. Et j'avançais bien, hein, parce que j'étais habituée à marcher derrière mon père qui était très grand et qui disait « Allez !» Donc moi, je marchais volontiers. Mais quand même, matin, j'avais besoin de faire pipi. Mais malgré mon jeune âge, j'avais vraiment pas envie de faire pipi devant les garçons. Bien sûr. Donc, je les ai laissés partir un petit peu, et puis je me suis accroupie. J'ai eu fini de faire pipi, et puis j'ai voulu rejoindre les traqueurs, mais ils avaient tourné. Et chez nous, en Ardennes, avec les Caux et les vallées, Mimi, elle est allée tout droit. Les chasseurs de part et d'autre ne m'ont pas vue, mais moi, je n'avais pas vu les chasseurs non plus. Me voilà perdue. Perdu dans la forêt des Ardennes. Mais quand on dit bien perdu, c'est bien perdu. Parce que c'est du côté de la France, et les Français, les grands malins, ils mettent tous les chemins qui se ressemblent. D'où je me disais, ça va aller, ben ça va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, le soir est arrivé. Une fois que le soir est arrivé, ben, je me suis dit, il va falloir rassembler bientôt des branchages, etc. Et puis, une fois que le soir est là, eh bien, ça va beaucoup plus vite qu'on ne pense. Il s'est mis à faire noir. Et tout d'un coup, j'ai reconnu le bruit du ruisseau. Le ruisseau, je le reconnaissais à l'oreille. Il passait sous un chemin dans des tuyaux, et d'ailleurs le lieu-dit s'appelle les tuyaux. Et à ce moment-là, au moment où je me retrouve, j'ai senti une toute petite main dans ma main. Et mon grand-père m'ayant bien raconté des choses, je n'ai même pas sursauté. D'accord, une main qui vous accompagnait. Oui, ils étaient souvent invisibles. Ouais, c'est ça. Donc, évidemment, quand c'est invisible, c'est génial pour les faire exister.
C'est ça. Que ce qui est invisible est invisible, du coup. Ah, C'est ça. Et voilà tout ce qui reste actuellement des Nutons. Il reste qu'une brasserie locale, il reste que des éléments assez capitalistes, assez commerciaux. On peut dire que c'est une récupération par le tourisme. Et c'est une disparition, un effacement qui est symbolique, mais on va vous raconter ce qu'on connaît de leur véritable disparition vers la fin du XVIIe siècle. Il y avait par exemple le commerce silencieux qui s'établissait entre les Nutons et les humains qui peu à peu a été dévoyé. Au lieu de leur transmettre un bon pain avec de la bonne mie blanche, on remplaçait la mie blanche par de la cendre. Ils étaient frustrés, ils partaient de leur caverne, ils partaient de leur trou. Il y avait aussi par exemple un trou des Nutons qui a été explosé à la dynamite pour faire passer un rail de chemin de fer. Et on peut par exemple dire que les galeries des Nutons, les cavités souterraines ont aussi été complètement effondrées par la création des ardoisières. Vous savez, ces mines qui permettent l'exploitation des ardoises. Donc les Nutons sont refoulés par cette modernité, sont refoulés par l'industrie. Comme ici, on voit, il y a une brasserie, un élément industriel, alors que c'était la pleine forêt des Ardennes à l'époque. Il y a un récit où un Nuton surpris dit j'ai vu Bastogne plein bois et Frères plein champ. Ce qui sont deux villages, qui veut dire que avant que cela soit un village, j'ai vu cet endroit être la forêt et j'ai vu cet autre endroit être un champ. Donc c'est vraiment la disparition de la société champêtre, d'une société plus naturelle au détriment de la lente urbanisation du paysage belge. On dit qu'ils partent ailleurs, qu'ils ne reviennent plus, on dit qu'ils ont pu être écœurés. En tout cas, ils disparaissent de leur trou, ils disparaissent de leur caverne dès que des chemins de fer apparaissent, dès que leurs bois sont défrichés. À ce moment-là, ils disparaissent et leur exil.